YouTube, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit point sans lunettes parce que ça me gêne. Un petit point sur mes dernières lectures. Ouh là là, c'est un peu violent la lumière. Un petit point sur les dernières lectures dans le cadre de mon exploration de la mythologie. J'ai lu pas mal de choses, j'ai encore quelques lectures en cours. On est le 19 octobre et voilà, donc c'est pas mal. J'ai toujours, vous savez, les trucs qui servent à tenir, là, dont on se sert jamais, je les enlève pas. Et du coup, elles sont toujours en train de sortir de mes habits. C'est très désagréable. Vive le fait main. On met pas ce genre de choses. Alors, pas mal de choses, hein, parce que je crois que j'ai pas fait en plus d'introduction et tout, donc bienvenue. J'ai pas fait d'introduction, mais j'ai fait plein de petites séquences où j'ai filmé, je pense. Pas sûr, hein, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir filmé beaucoup. Non, ça se trouve, c'est juste l'introduction. Donc voilà, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera la deuxième et dernière vidéo de l'exploration de la mythologie. Alors, on est surtout sur la mythologie grecque, mais j'ai aussi, en cours et fini, un peu de mythologie celtique. Donc ça, c'est cool. On y va rapido, c'est pas la peine de faire une vidéo à rallonge sur le sujet, surtout qu'il y aura 2 rushs. Alors, j'ai relu Oedipe Roi de Sophocle, donc on est vraiment dans les pièces classiques. Écoutez, c'était vraiment un plaisir à relire, de redécouvrir le mythe d'Oedipe, l'histoire tragique de cet homme qui n'a pas vraiment choisi son destin, mais qui finalement est le fruit d'une malédiction. Et voilà, donc là c'est vraiment le théâtre tragique. C'est émouvant, hein, vraiment, c'est vraiment très émouvant. Alors ça c'est une édition, le livre de poche que j'ai depuis, je dirais pas quand est-ce qu'il a été édité celui-là. 94, c'est je pense l'année où je l'ai lu, donc ça fait un moment. Voilà, je l'ai lu, j'ai dû le lire au collège ou au lycée, hein. Et j'ai beaucoup aimé. Et suite à ça, je rentre pas dans les détails, et je sais pas si ça vous intéresse, mais je pense que tout le monde connaît l'histoire d'Oedipe qui en fait a tué son père sans le savoir et a épousé sa mère sans le savoir. En fait, comme ses parents savaient qu'il y avait une malédiction liée à sa naissance, ils ont voulu le faire tuer, en fait. Donc c'est assez tragique, mais l'esclave en fait qui devait le tuer l'a donné à un autre esclave qui l'a protégé en fait et l'a élevé, et finalement des années après il est revenu là en fait sur Thèbes, et puis en fait il y a quelque chose qui se passe là au moment actuel où se passe la pièce. Il y a la peste qui est sur la ville et il ne comprend pas pourquoi, et il va aller voir en fait un oracle qui lui dit que c'est parce qu'il est sujet à une malédiction sur son nom, et qui lui explique que voilà, il aurait donc tué son père et épousé sa mère. Il n'y croit pas, et petit à petit il va se rendre compte que malheureusement c'est vrai. Sa mère, sa femme, va se suicider, et lui va se crever les yeux pour ne plus voir tout ça, et il va être banni, enfin il va partir lui-même, il va se bannir de la cité, et il va être accompagné de sa fille Antigone. Suite à ça, j'ai lu sur vos conseils Henri Bochot, que je ne connaissais pas, ici avec un très court texte, Oedipe sur la route, édité chez Actes Sud, que j'ai lu et qui se passe justement après que Oedipe quitte la ville, et donc il est sur les chemins, et c'est son histoire. Alors la plume, c'est aussi une pièce de théâtre. Ça se lit très très vite, c'est extrêmement beau. Moi du coup, j'ai mon chat qui éternue, je suis désolée. En lisant ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était découvrir les autres personnages. Donc il y a le personnage de Cléos et le personnage d'Antigone qu'on découvre beaucoup plus dans cette pièce de théâtre. Et l'intérêt pour sa fille, moi, a été développé dans ce livre-là. Et j'avais vraiment envie de découvrir la suite. Alors, l'écriture est superbe, vraiment. Ça a été écrit quand? En 2003.
Il a écrit d'autres pièces de théâtre que j'ai envie de découvrir. Donc là, c'est un opéra. Il parle d'un opéra en 4 actes. Voilà. On a d'ailleurs, on a la présence ici de Diotime, donc qui est la sœur d'Antigone, si je ne dis pas de bêtises, et de ses 2 frères, Polynice et Théocle. Et voilà, donc on va suivre Oedipe, Antigone et Clios sur leur chemin, sur la route, jusqu'à ce que Oedipe se libère du poids de cette malédiction de façon symbolique. Et c'était vraiment super beau. J'ai beaucoup apprécié mes 2 lectures. J'ai beaucoup aimé retrouver en fait le théâtre dramatique classique. Et c'était vraiment superbe, vraiment chouette à relire. Mais après ça, je suis passée à Antigone. J'avais déjà lu Antigone, je ne me souvenais plus du tout. Donc j'ai beaucoup apprécié la relecture, pareil, de cette pièce. Alors cette pièce, j'ai vraiment adoré la relire. Je crois que j'ai même préféré à Oedipe Roi. Le personnage d'Antigone est vraiment intéressant parce que donc là on la retrouve, son père est mort et elle est la ville de attendez, la ville de Thèbes, hein, c'est ça, hein, donc maintenant est gouvernée par comment il s'appelle, Créon, qui est un oncle je crois d'Antigone. Et c'est ça. Et en fait, les 2 fils d'Oedipe se sont battus pour avoir en fait le pouvoir sur cette ville. Ils ont été tous les 2, ils sont morts en fait pendant ce combat atroce, terrible. Et Créon décide de faire une sépulture à je ne sais plus qui. Je vais vous dire, hein. Il fait une sépulture à l'un d'entre eux, mais pas à l'autre. Ben, je ne sais plus. Bref, c'est pas très grave. Il y en a un, du coup, qui est laissé, son corps est laissé, en fait, sans sépulture, sans sacrement, sans rien. Voilà, mort sur le champ de bataille. Et Antigone ne peut pas supporter ça. Elle va sortir, en fait, du palais pour tenter de recouvrir son corps et de lui donner les derniers sacrements pour que son esprit puisse en fait être secouru et son âme secourue et rejoindre le royaume des morts. Sans ça, il va errer et ça sera terrible pour lui. Donc elle ne peut pas supporter ça. Et Créon, en fait, se rend compte que c'est elle qui a fait ça. Il essaie de la sauver, mais Antigone ne souhaite pas être sauvée. Et donc du coup, Créon va enfermer Antigone. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il avait promis son fils, un de ses fils à Antigone, et son fils, pensant qu'il allait cautionner ce que Créon allait lui expliquer vis-à-vis d'Antigone, n'accepte pas ça et décide de tenter par tous les moyens de sauver Antigone. Malheureusement, il n'y arrivera pas et ça se termine vraiment d'une façon dramatique. Voilà, donc vous connaissez certainement l'histoire. Et j'ai lu ensuite Antigone de Jean Anouilh, et là, coup de cœur, je l'avais déjà lu aussi, mais alors je me souvenais plus du tout. Ça c'est une édition, La Petite Vermillon, l'édition de la Table Ronde, qui a été lue et dont la couverture a été abîmée par mon fils, mais mon fils l'a beaucoup aimé aussi, et c'était intéressant de pouvoir relire. Là, on va dire... il appuie plus sur la perversité de certains traits de caractère masculin. Et on est plus dans un théâtre effectivement contemporain. Et c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Il y a des passages que j'ai cornés parce que j'ai trouvé ça très très beau. Il parle de la tragédie. C'est propre la tragédie. Alors c'est qui dit ça? C'est le chœur qui dit ça, parce que en fait dans toutes ces pièces de théâtre, à chaque fois il y a le chœur qui parle dans des envolées lyriques, et ensuite on a la pièce de théâtre.
Et là, en fait, ils reprennent cette structure. Jean Anouilh reprend cette structure. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi de Henri Beauchot ici, si je dis pas de bêtises. Le cœur... je sais pas, non, peut-être pas. Là, dans celui-ci, il n'y a pas le cœur. Non, non, je dis une bêtise. Dans celui-ci, il n'y a pas le cœur qui est repris. Mais du coup, là, le cœur dit c'est propre la tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terres neuves, ces lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver, le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi, on est tous innocents en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué, c'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir, qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu'on n'a plus qu'à crier, pas à gémir, non pas à se plaindre, à gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être pas encore. Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat, parce qu'on espère en sortir, c'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit, c'est pour les rois, et il n'y a plus rien à tenter, enfin. Voilà. C'est exactement ça, c'est-à-dire que là, on est dans des envolées lyriques qui vont vraiment beaucoup plus loin que dans la pièce classique, et c'est superbe, c'est vraiment superbe. Voilà, il y a vraiment des passages que j'ai surlignés parce que je trouve ça vraiment assez incroyable, l'écriture de Jean Anouilh, et je relirai d'autres choses avec grand plaisir. Là, j'ai décidé de lire prochainement, de refaire avant la fin du mois, j'espère les emmener en vacances là, Médée. Alors là, ceux-là, par contre, ces deux-là, je les ai jamais lus, donc ça va être une totale découverte et je suis très impatiente. Voilà, bon alors après j'en parle pas de façon académique, je suis désolée, je ne fais pas une analyse de texte, hein, c'est vraiment, je l'ai relu pour le plaisir et j'ai pris à chaque fois beaucoup de plaisir à lire la pièce classique et ensuite une adaptation contemporaine. J'ai lu l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, édité chez Pavillon Poche, une collection de Robert Laffont. Donc là, c'était intéressant. Bon, moi j'ai lu l'abrégé, vous vous souvenez, de l'Odyssée, et c'était très chouette de redécouvrir cette histoire en la lisant de façon abrégée, c'était vraiment bien. Mais c'était intéressant, j'avais envie de savoir le point de vue de la femme dans cette histoire, de Pénélope, ce personnage qui semble être complètement dans l'abnégation, dans l'attente de son mari, qui essaie de se sauver de tous ces prétendants qui tentent de voler son royaume. Et elle est en train, dans l'histoire, dans l'Odyssée, elle est sans cesse en train de faire et défaire son tissage dans l'attente du retour de son mari, parce que c'est quelque chose qu'elle a promis aux prétendants, c'est-à-dire que le jour où elle terminerait son tissage, Ulysse, on dirait que Ulysse est mort, et que donc toutes les nuits, elle se relève et accompagnée de ses servantes, elle défait son tissage. Alors ça, c'est pas clairement dit, mais là, c'est le parti pris de Margaret Atwood. Donc on va suivre Pénélope de son enfance, sa jeunesse, jusqu'à son mariage avec Ulysse et son retour dans la ville de... je l'ai là, mais je l'ai plus. Dans la ville... Tac. Impossible de retrouver. Pourtant, je le savais, hein, je savais qu'il y a un T, tout ça, mais ça sort. C'est pas grave. Voilà, et ensuite, très rapidement, Ulysse part faire la guerre à Troie, et il tente ensuite de rentrer, et il va mettre des dizaines d'années à revenir. Et au départ, Pénélope va avoir des nouvelles de lui par les on-dit, par les Aèdes qui racontent ses histoires. On lui dit pas toute la vérité, mais Pénélope est loin d'être stupide, en tout cas dans l'interprétation qu'en fait Margaret Atwood. Et donc elle sait bien qu'il est chez Circé, sur l'île de Circé, ensuite qu'il est retenu par pas par une sorcière, mais par une déesse, une demi-déesse qui essaie voilà, qui tombe amoureux d'elle et qui l'empêche de repartir. Qu'il est sans cesse, en fait... qu'il est sans cesse
arrêté dans son retour par Poséidon et qu'il est soutenu par Athéna, si je dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas que c'est une guerre incessante pour l'empêcher de rentrer chez lui. Et ce qu'il est dit là, donc c'était intéressant d'avoir son point de vue parce que Margaret Atwood nous explique que elle est loin d'être bête et elle est sans cesse en fait, dès le départ, elle est surtout, elle a peur que Ulysse s'en aille avec Hélène, donc sa cousine Hélène, qui est celle qui a mis la galère, pour pas dire la merde, à Troie, hein, en partant avec Paris. Et là, on a Pénélope qui, depuis le départ, est un peu victime du comportement et de la beauté d'Hélène. Il y a beaucoup de passages où ils discutent ensemble et on va dire que l'histoire de Pénélope est très liée en fait à pas à la jalousie, mais à la méchanceté, comment dire, la bêtise et la façon dont Hélène est très hautaine et va dire de Pénélope qu'il n'y a pas grand chose à faire pour elle. Mettez-la à Ithaque, elle va attendre, tout ça. Et en fait, elle vit une vie de beauté qui est désirée par tous les hommes. Et Pénélope, en contraste, il faut qu'elle se débrouille avec ce qu'elle a. Et elle est intelligente, elle est loin d'être belle, mais elle est loin d'être bête aussi. Et elle va se débrouiller pour ne pas se faire violer ni perdre son royaume pendant l'absence d'Ulysse. Donc c'est ce point de vue-là qui est donné. De façon intelligente, ça m'a fait sourire parfois. Il est dit aussi qu'elle a pris le parti pris, d'ailleurs, qui est apparemment écrit dans certains, qui est en fait issu de certains écrits classiques, que ce qu'elle aurait tissé, ça serait le linceul d'Ulysse, et qu'elle aurait été aidée de ses 12 servantes qui vont être tuées par Ulysse à son retour, parce que apparemment elles auraient été les amantes, voire des sortes de prostituées auprès des soupirants de Pénélope, chose qui est fausse. Et on va avoir du coup en parallèle le chœur et le procès de ces servantes, et on va avoir la voix de ces servantes qui justement dénoncent des viols dont elles ont été victimes. Et ces servantes, ce sont elles qui se levaient la nuit avec Pénélope pour défaire le tissage qu'elle avait exécuté pendant la journée. Et en plus, elles sont très jeunes et elles ont été élevées quasiment par Pénélope. Il y a question aussi de la relation assez difficile entre Pénélope et Télémaque, son fils, le fils d'Ulysse. Et ouais, c'était intéressant de voir ce point de vue. J'ai pas été complètement emballée, mais c'était vraiment très agréable à lire. Voilà, j'ai découvert la plume de Margaret Atwood qui nous parle de mythologie, ça m'a intéressée. Je sais qu'elle a sorti dernièrement Galatée, donc je ne connais pas du tout, et je pense que je lirai, parce que ça m'intrigue, et elle écrit très bien. Et elle reprend la forme un peu classique, justement, avec le chœur d'un côté. Par contre, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est vraiment un roman, une histoire écrite, mais on a en fait parfois des chapitres très courts, vous voyez, là, hop, et on a le chœur, et là c'est beaucoup plus lyrique, c'est presque comme des chants. Donc un exemple, 9 mois durant, il vogua sur l'océan vineux du sang de sa mère. De la caverne de la nuit redoutable du sommeil, des rêves troublants, il surgit. À bord de son frêle et sombre esquif, l'esquif de lui-même. Sur le dangereux océan de sa vaste mer, il navigua. Voilà, donc c'est vraiment plus lyrique. Et ensuite, on a des chapitres où on suit Pénélope et son point de vue sur l'histoire. Franchement, une bonne lecture, c'était vraiment très agréable. En audio, j'ai écouté Le chant d'Achille de Madeline Miller, édité ici chez Pocket, et je l'ai écouté sur Audible. Écoutez, c'était vraiment très agréable à écouter. Donc moi j'avais lu Circé. Quand j'ai choisi mon livre audio, je savais pas trop ce que j'allais prendre, et en fait je me suis rendu compte que dans tous les livres que j'avais envie de lire sur la mythologie, il y en avait plusieurs qui allaient être compliqués à mettre en livre physique, et j'ai pris le parti pris de tenter le livre audio.
Et j'ai pas regretté parce que c'était vraiment très bien lu. On va suivre dans cette histoire, bon, je pense que vous en avez entendu parler énormément, donc on va aller rapidement. On va suivre donc l'histoire d'Achille, mais par le biais de Patrocle, qui est depuis son enfance son confident, puis son amant, puis vraiment l'amour de sa vie. On va les suivre de leur formation jusqu'à la guerre de Troie et leur mort. Et on va les suivre même après la mort. Et c'était assez beau, franchement. Alors c'est vraiment une romance. Hein, c'est vraiment, on va raconter l'histoire d'Achille par le biais de la romance entre Patrocle et Achille. Donc c'était assez audacieux, je pense, de prendre ce parti pris. Et d'ailleurs, la scène finale remet en place cette histoire d'amour dans la mythologie, le fait qu'elle ait vraiment eu un poids. Et c'était assez bien parce qu'elle a voulu vraiment, je pense, parler d'homosexualité depuis la nuit des temps, hein, c'est le cas de le dire, et du fait que même à cette époque-là, ça pouvait être mal vu. Et leur relation amoureuse était mal vue par les guerriers, mais aussi très mal vue par la mère d'Achille, par la déesse, et par beaucoup de personnes, excepté comment il s'appelle, celui qui va les former, celui qui va leur apprendre à se battre, mais qui va très vite comprendre que Patrocle, lui, n'est pas fait pour se battre. Chiron, c'est ça. Hein. Chiron qui est donc un comment ça s'appelle? Vous savez, moitié homme, moitié... un centaure. J'ai trouvé. Donc voilà. Centaure qui va accepter de former autant Patrocle que Achille. Et voilà, donc vraiment c'était intéressant de voir aussi toutes les autres personnes. Donc on va croiser pas Achille, Ulysse, on va croiser Agamemnon, tout ça. Et ça va vraiment résonner en moi parce qu'en plus, j'ai regardé sur Netflix la série 3, que je vous conseille parce que franchement, c'était très bien. En fait, j'ai commencé à la regarder et au début, je me suis dit, oh là là, ça va être un peu niaiseux. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé qu'ils étaient restés assez fidèles au texte initial, surtout en lisant plusieurs choses comme ça, et que ça appuyait... que du coup, c'était comme c'est visuel, ça rentrait bien dans ma tête et ça a répondu à pas mal d'images qui étaient assez floues pour moi et ça m'a vraiment ancré visuellement des choses. Paris va choisir Aphrodite et va choisir en fait sa propre malédiction puisqu'il va, comme malédiction, il va avoir le fait de tomber amoureux de la plus belle femme du monde et cette plus belle femme, c'est Hélène. Et malheureusement pour lui, ça va être la catastrophe. Et en parallèle, il va comprendre qu'en fait, il est un peu à la façon de Oedipe, qu'il a été élevé par quelqu'un qui n'était pas son père, et qu'en fait, il est le fils du roi de Troie, et que donc c'est un prince troyen. En fait, il va être envoyé dans le royaume où il va rencontrer Hélène, et en fait, il va repartir avec Hélène, et donc du coup, Agamemnon, le frère du roi, va décider de faire la guerre, de déclencher la guerre à Troie et va arriver en fait sur les terres par les flots. Il va arriver et ils vont s'installer, créer presque une vraie ville et ça va être le début d'une guerre qui va durer des années, 3 ans, je sais plus, et qui va se terminer de façon atroce. Avec des trahisons, des personnages qui essaient de déjouer le destin, mais qui malheureusement sont des marionnettes dans les mains des dieux et déesses. Et j'ai trouvé que c'était bien retranscrit, avec des images incroyables dans cette série, je vous invite à la regarder. C'était vraiment bien. Voilà. Et puis sinon, côté celtique, j'ai lu Brocéliande, Forêt du Petit Peuple, le second tome, parce que j'avais déjà lu l'année dernière le premier, dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Celui-ci rentre d'ailleurs dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Donc le château de Compère, qui raconte une histoire qui parle toujours de la relation difficile entre les humains, les hommes d'un royaume, dans ce château-là, le château de Compère, et de leur relation difficile avec le petit peuple et la reine de la forêt. Là, c'est la fille de la reine de la forêt au départ. Et ça parle de cette histoire par le biais au départ d'un petit garçon qui va ensuite devenir un homme et qui
il y a le biais, par le biais d'un lutin qui lui susurre des choses à l'oreille. En fait, quand il est enfant, il se rend dans cette forêt, il apprivoise le petit peuple et il danse avec cette jeune fille qui est jeune au départ. Mais malheureusement, elle lui dit, si tu me fais tomber, c'est que tu n'es pas un humain digne de ce nom. Il la fait tomber en dansant. Et donc du coup, il est banni de cette forêt et il oublie tout ça. Et puis il va grandir. Et il va se souvenir un petit peu de tout ça. Et surtout, il va rencontrer cette jeune femme de la forêt, cette sorcière, entre guillemets, je ne sais pas. Et voilà, donc il y a une histoire comme ça. Franchement, c'était sympa à lire. C'est vraiment avec des dessins toujours très chouettes. Je vais essayer de vous montrer les dessins où il danse. Parce que je trouve que c'était assez beau. Je sais pas si vous voyez grand chose. Donc voilà, c'est un univers un peu, bah voilà, BD. Et donc c'est une BD qui est faite par Bette Beder et Friché. Et à chaque fois, en fait, c'est une histoire d'une légende celtique. Et ça a fait écho à un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est Les Contes et légendes de Brocéliande, forcément puisqu'on est dans le même univers de la Bretagne. Et on y parle d'ailleurs de ce château de Compère, et c'est intéressant avec toutes les histoires sur des sorcières, des choses comme ça. Et je m'amuse bien, donc je viendrai vous en parler de ces petites nouvelles, en fait, de ces petits contes que je suis en train de lire. J'en lis de temps en temps. Et c'est plutôt sympa. Côté mythologie, je pense qu'on terminera, j'essaierai de vous parler de ces deux-là. Et de la BD que je compte lire aussi, Médée, toujours sur le même sujet. Et je suis en train de lire Ariane de Jennifer Sand, que j'aime beaucoup. J'ai lu les 100 premières pages. C'est vraiment très très intéressant, surtout que je ne connais pas l'histoire, donc j'apprends beaucoup. Et voilà, je pense que ce sera bien. La mythologie, j'aurais fait une belle exploration et j'ai envie de lire plein de choses, et d'ailleurs j'ai acheté des choses, mais c'est pas grave, je continuerai, je ferai une autre exploration. J'ai beaucoup de choses à apprendre et j'en apprends beaucoup, c'est très intéressant. Donc ça y est, je suis mordue de mythologie. C'est dit. Je vous retrouve un peu plus tard pour continuer ce sujet et on se laisse là. Alors, il faut qu'on fasse un petit point sur mes dernières lectures de mythologie et que je close. Ouais, c'est ça. J'ai un bouton qui sort. Je viens de mettre de la crème et on va voir, j'ai un bouton qui sort. C'est pas grave. Que je close cette vidéo, ce serait bien. Alors, je crois qu'on est le 4 novembre, le samedi. J'ai encore en cours une lecture, mais je vous en parle un peu plus tard. C'est pas grave, de toute façon, je vais continuer à explorer la mythologie, je pense, à tout jamais. Puisque on peut dire que cette exploration de 2 mois a été une franche réussite pour moi. J'ai plongé dans un univers qui me faisait peur parce que je manquais de connaissances. J'en ai acquise pas mal, mais j'ai tellement à apprendre, c'est génial, tout simplement. Moi, je suis trop contente, en fait. Ça me faisait peur parce que y a tellement de dieux, de déesses, de demi-dieux, de mythologies différentes. Voilà, donc c'était vraiment passionnant. Je ne suis pas du tout experte, après 2 mois, on est bien d'accord. J'ai lu pas mal de bouquins et j'ai lu des classiques, j'ai lu des adaptations plus contemporaines de classiques, j'ai lu quelques BD et j'ai lu des adaptations vraiment récentes
et j'ai un coup de cœur. Ah, j'ai 2 coups de cœur dans les derniers. Donc on va commencer dans l'ordre de ce que j'ai lu quand j'étais à Étretat en fait. Quand j'étais à Étretat, ou peut-être avant. Ouais, avant d'aller à Étretat, j'ai lu La Toison d'or de Nathaniel Hawthorne. Et c'était super intéressant, ça m'a appris pas mal de choses sur le mythe de Jason, de Médée également. C'est un roman assez court, illustré, qui est un classique, mais qui est vraiment très abordable. Ces illustrations sont agréables à découvrir. Je vais lire ce qu'il a écrit d'autre. J'aimerais juste savoir quand est-ce qu'il l'a écrit. Alors, il est né, Nathaniel Hawthorne, en 1804 dans le Massachusetts, un Américain donc. Donc lui, en fait, ce qu'il aimait, c'était être isolé dans la campagne pour écrire. Donc c'était vraiment pas un citadin. Et il a écrit La Lettre écarlate, que vous connaissez peut-être. Moi, je n'ai pas lu, mais c'est sûr que je vais la lire. Et La Maison aux 7 pignons, qui est aussi connue, que je n'ai jamais lue. Ensuite, il a écrit pas mal de contes. Les Contes du Bois Touffu, qui est paru en 1853, qui est déjà une adaptation de 5 récits de la mythologie grecque. Donc celui-là, je pense que je vais l'acquérir. Et La Toison d'or fait partie en fait de ces 5 textes. Et c'est ça en fait, il est écrit ici, Nathaniel Hawthorne voulait rendre l'imagination enfantine sensible aux légendes antiques. Ses propres enfants furent ses premiers lecteurs. Et effectivement, ils disent qu'il y a un ton gothique ou romantique dans cette froideur classique. Effectivement, ici, ça fonctionne assez bien. Et là, en fait, moi, j'ai compris là-dedans que Médée était vraiment celle qui finalement avait acquis la toison d'or plus que Jason, qui ensuite l'a emporté avec lui, et qui en a fait en fait son mythe, alors que vraiment l'histoire redonne en fait, enfin la mythologie, c'est vraiment autour de Médée que ça tourne, et déjà dans cette approche on le sent. Ensuite j'ai lu La Théogonie d'Hésiode aux éditions Les Belles Lettres, parce qu'il était court et que ça semblait intéressant. Alors, j'ai pas tout compris, hein. Je voulais juste vous lire un petit peu quelques passages pour que vous vous rendiez compte que globalement, c'est surtout une énumération. Voilà, on a appris pas mal de choses. Je l'ai lu beaucoup à voix haute avec mes enfants. Et parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de se le remettre en tête. Et je pense que c'est quelque chose, c'est vraiment une base intéressante, qui a été écrite bien sûr il y a très longtemps et qui se veut comme une sorte de dictionnaire du début de ces mythologies, de la création des dieux, des déesses, de la terre, du ciel, voilà tout ça. Donc par exemple, je vous dis, les enfants de la nuit, j'en prends un au hasard. Alors, il est illustré aussi, c'est très chouette. Nuit, donc nuit qui est donc personnifiée, elle enfanta l'odieuse mort et la noire Ker et trépas. Donc vous voyez tous ces termes en fait qui ensuite sont dans notre quotidien et qui sont hérités de cette mythologie. Elle enfanta sommeil et avec lui toute la race des songes et elle les enfanta seule sans dormir avec personne, nuit la ténébreuse. Puis elle enfanta sarcasme et détresse la douloureuse, et les Hespérides. Alors il y a pas mal de notes de page. Les Hespérides sont des filles de nuit parce qu'elles habitent l'extrême occident, qui, au-delà de l'illustre océan, ont soin des belles pommes d'or et des arbres qui portent tels fruits. Elle mit au monde les parques, les Kers, implacables vengeresses, gna 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 gna. Vous voyez, donc en fait c'est quand même une énumération qui se veut en fait comment dire, une base en fait, une base de la création de la mythologie grecque. Et je trouve ça super intéressant. Voilà, je trouve ça super intéressant. C'est un livre que je vous conseille si vous aimez la mythologie, sinon n'y allez pas, parce que ça ne va pas forcément vous apporter quoi que ce soit qui vous intéressera. Mais si vous êtes en quête de comprendre quels sont les liens en fait entre ces différentes entités qui sont vraiment les premiers dieux, les premières entités, la terre, le ciel, tout ça, comment est-ce que ça a été fait, oui, allez-y parce que vous allez apprendre des choses. Mais voilà, sinon à part ça, c'était quand même assez imbuvable, disons-le. Bon, après, je suis passée
une nouvelle pièce de théâtre. J'ai lu Médée de Corneille, que je n'avais jamais lu. Malgré, effectivement... Alors, non, c'est pas malgré, parce que c'est vraiment très poétique. Donc, Corneille, c'est vraiment très poétique. Il y a toute une analyse, parce que là, c'est une version, en fait, pour le lycée, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc, ça servira peut-être à Simon. Il y a tout le contexte qui est expliqué, tout ça. Donc on est au XVIIe siècle quand Corneille écrit ce texte, cette pièce de théâtre, et c'est assez beau, hein. Franchement. Donc il parle du mythe de Médée. C'est tragique. Le mythe de Médée, là tout de suite, quand je l'ai lu, moi j'avais déjà eu quelques bribes du coup, mais quand je l'ai lu, j'ai vu à quel point dans la pièce de Corneille, ce mythe était tragique. Donc l'histoire en fait commence au moment, alors on dirait une dizaine d'années après que Jason et Médée aient récupéré la toison d'or, aient vécu ensemble, aient eu des enfants. Et en fait, Jason va décider de prendre une autre femme et d'exiler Médée pour ne plus en fait être associé à la sorcellerie qui est autour d'elle et essayer de vivre à nouveau, se sauver en fait. Il ne l'aime plus. Dans ce texte-là, ses propos les propos de Jason sur Médée sont extrêmement violents et vraiment il veut la mettre loin de lui. Et du coup, Médée, dans cette histoire-là, dans la pièce de théâtre, Jason a des retours de vous savez, la Nérine, en fait, Nérine qui est cette femme qui s'est occupée de Médée tout le temps, qui a fui avec elle, c'est sa servante, entre guillemets, sa nounou aussi au départ, et elle parle à Jason de ce que fait Médée, donc il y a une trahison derrière, et en plus... Après, du coup, la façon dont Médée va réagir est terrible, hein, puisque si vous ne connaissez pas le mythe, elle va tuer en fait la femme qui est promise à Jason et son père. Et ensuite, pas forcément, je ne sais pas trop si je peux spoiler entre guillemets, parce que c'est vraiment un mythe qui est très connu, mais c'est une histoire extrêmement tragique. C'est une vengeance en fait, c'est une vengeance que en tant que lecteur on comprend, bien que on la trouve extrêmement violente. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai lu tout de suite après l'adaptation d'Anouilh de Médée, et là c'est un vrai coup de cœur parce que le texte est, alors c'est en 100 pages, en plus c'est une pièce de théâtre, donc c'est sous cette forme. Ça c'est le texte intégral qui est aussi, je pense, pour le lycée. Avec, du coup, on a le parcours de lecture dans la pièce, des groupements de textes, des interviews d'un metteur en scène d'Anouilh, un cahier photo, tout ça. Donc c'est plutôt intéressant à voir. Alors, c'est extrêmement beau. J'ai mis plein de post-it parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement beau. Ce qui m'a plu ici, c'est que Anouilh... vraiment va s'appuyer sur la relation amoureuse entre Jason et Médée, cette relation amoureuse qui est vouée à se terminer. Il parle vraiment du couple en fait, du couple dans cette pièce de théâtre, et il appuie là-dessus, et il parle de la tragédie aussi, et du fait que ces figures mythologiques sont vouées à jouer leur propre rôle, et qu'ils n'ont pas le choix en fait que d'accepter la façon dont les éléments se mettent en place. C'était extrêmement beau. C'était extrêmement beau, et là la figure de Médée et ses propos étaient superbes. J'ai adoré, je me suis délectée de chaque mot. Je l'ai lu en one shot et j'ai adoré. Je le relirai, c'est sûr, mais je relirai aussi le Médée de Corneille. Vraiment, le mythe de Médée est très intéressant parce que on sent en fait que c'est une figure féminine qui n'a pas eu la place qu'elle devait avoir, finalement, puisque c'est elle qui met Jason en fait sur un piédestal. C'est
grâce à elle. Et en fait, il a jamais dit que c'était grâce à elle. Il a tout pris pour lui, gentiment, sagement. Et du coup, quand il la quitte et qu'il la fuit, qu'il fuit cette histoire, on ne peut que partager en fait la colère, la peine, plus dans le texte d'Anouilh, et la colère de Médée qui va prendre des décisions terribles. Donc j'ai vraiment adoré le texte d'Anouilh. Sinon, encore un coup de cœur, parce que là c'était vraiment super, j'ai adoré la lecture d'Ariane de Jennifer Saint, édité chez Sabran dans ce très beau livre, avec un jaspage aussi très beau. Vraiment c'était très agréable de lire ce livre. C'est... Voilà, les collections Sabran, c'est sympa. Hein. Ah tiens, j'ai encore un marque-page, là, faut que je l'enlève. Il est sympa aussi ce marque-page d'automne. Je sais plus d'où ça vient, parce que comme il n'y a pas le nom, j'aime bien. Alors, Ariane, je ne connaissais pas du tout le mythe d'Ariane. J'ai dû l'entendre il y a très longtemps, mais ça rentre pas. Des fois, ça rentre pas dans ma tête. Donc, Ariane. Je vous lis là, comme ça sera mieux. Hein. Le roi Minos qui règne d'une main de fer sur la Crète et qui terrorise ses ennemis vaincus, ses sujets, sa propre famille. Et là, on va suivre. Alors, la cité d'Athènes envoie 12 de ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure, comme chaque année. Et donc, en fait, les filles, il y a 2 filles qui sont les filles du roi Minos, c'est Ariane et Phèdre. Et Ariane va décider d'aider Thésée, qui fait partie, en fait, de ces 12 enfants, qui est assez âgé pour un enfant, mais... elle va l'aider en fait à combattre le Minotaure. Le Minotaure, c'est le frère d'Ariane et de Phèdre, qui a été enfanté, pas par le roi Minos, Poséidon, si je dis pas de bêtises, qui a pris l'apparence d'un taureau en fait. Et bref, en tout cas, il a été enfanté et en fait, du coup, il y a eu la naissance de ce Minotaure qui a augmenté la violence en fait du roi Minos qui n'acceptait pas en fait ce fils monstrueux. Et donc on a l'histoire de Dédale qui va construire son labyrinthe pour y enfermer le Minotaure. Et en fait, ces enfants qui viennent d'Athènes sont déployés dans le labyrinthe et ils doivent se sauver. Mais ils ne peuvent jamais se sauver car le Minotaure, lui, il sent l'odeur en fait et donc il tue ses enfants chaque année. C'est atroce. Et là, Ariane, qui tombe sous le charme de Thésée, va l'aider. Elle va lui donner de quoi tuer le Minotaure et de quoi sortir du labyrinthe. Un peu en plus en risquant sa vie. Et quand elle lui dit qu'elle va l'aider, Phèdre n'est pas loin et en fait elle l'entend et il devait partir avec Phèdre. Donc tout ça est préparé, Thésée arrive dans le labyrinthe, il tue le Minotaure et Ariane décide de partir donc avec lui et ils attendaient que Phèdre arrive mais Phèdre n'arrive pas, donc ils laissent Phèdre et ils partent en bateau. Ils vont faire une escale sur l'île de Naxos une nuit où Thésée et Ariane d'ailleurs vont consommer leur mariage qui n'est pas encore fait. Et en fait, ça c'est une nuit. Et le matin, quand Ariane se réveille, Thésée a disparu. Elle voit son bateau qui s'en va d'ailleurs, je crois. Et elle comprend pas, elle pense qu'il va revenir, mais il ne revient pas. Et elle se rend compte petit à petit que Naxos, en fait, est l'île de Dionysos, le dieu de Dionysos, du vin, pas que du vin, bref. Donc elle est sur l'île de Dionysos finalement, et elle pense qu'elle va mourir, elle pense qu'elle va... Voilà, elle remet toute sa vie en jeu. Et en fait, Thésée va la laisser là. Des années et des années. Et Ariane va comprendre qu'il l'a abandonnée. Et elle comprend qu'elle s'est fait trahir, en fait, par Thésée. Donc c'est un peu terrible, parce que vraiment, il n'avait pas l'air, hein, vous voyez.
Et en fait, Thésée, il retourne victorieux. Il retourne victorieux à Athènes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Phèdre va lui être promis... Ouais, va lui être promis par le roi Minos. Et en fait, Phèdre, qui au départ avait eu un coup de cœur aussi pour Thésée quand il était arrivé sur l'île en Crète, finalement va rejoindre Athènes et elle va également déchanter auprès de Thésée. Et elle va comprendre, elle va se poser des questions parce qu'elle ne comprend pas comment c'est possible, parce que Thésée lui dit que Ariane est morte en fait, et que du coup il a dû la laisser là-bas. Et elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, elle se pose des questions jusqu'au jour où tout ça, bien sûr, va être... la vérité, en fait, va s'imposer à Phèdre. Puis, Phèdre va rejoindre Ariane. Il y est question pas mal de maternité parce que du coup Ariane sur l'île de Naxos va devenir la femme de Dionysos. Il va être aussi, on va parler des Ménades, des choses comme ça. Elle vit une vie assez belle auprès de Dionysos. Bien sûr il va y avoir des remises en question au bout d'un moment, mais sa vie n'est pas désagréable. Elle se rend juste compte qu'il se passe des choses avec les Ménades assez bizarres, mais excepté ça, elle arrive à reconstruire sa vie en fait avec ce dieu. Donc il va y avoir un focus sur le personnage de Dionysos qui était très intéressant, sur voilà, son histoire également à lui. Et voilà, c'est très poussé d'un point de vue historique, enfin mythologie, vraiment on explique le rôle de tel dieu, le fait qu'il vienne de tel père, est-ce qu'il a été abandonné, tout ça, est-ce que Dionysos, le personnage de Dionysos, c'est très intéressant à explorer, et sa relation avec son frère, tout ça. Vraiment, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Jennifer Saint qui était très fluide, très belle, j'ai trouvé ça, et la traduction était très belle aussi. J'ai adoré. C'est le seul livre traduit d'elle, mais elle en a écrit d'autres sur la mythologie. J'ai hâte qu'il soit publié, traduit, parce que je les lirai. J'ai vraiment, si vous voulez vivre des aventures et apprendre des choses, aller vers Ariane, c'était trop beau. En plus, le mythe d'Ariane est très intéressant. Le personnage de Phèdre aussi, je ne vous l'ai pas dit, c'est très intéressant. Tous les personnages sont extrêmement intéressants. On parle aussi pas mal de Dédale. J'ai trouvé voilà, que c'était vraiment bien fait. Dans un livre qui est juste beau. Un vrai kiff de lecture. J'en ai parlé longuement, je suis désolée. Mais j'ai adoré. Voilà, donc... écoutez, je suis en train de lire encore sur mes dés, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis en train de lire la BD. Je vous en parlerai dans un vlog lecture. Je continue mon exploration. Il y aura chaque mois, j'espère, une lecture de mythologie. Et c'est possible que je refasse une exploration de la mythologie, un focus plus tard. Mais que de belles lectures. J'ai vraiment... Cette exploration de la mythologie a été super pour moi. J'ai découvert tout un monde d'écriture qui me passionne maintenant. Donc... c'est pas terminé. Je vous laisse là. J'ai eu du mal à synthétiser tout ça parce que c'est tellement riche. Mais bon, j'espère que vous ne me voudrez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.